On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit la députée fédérale de Saint-Jean qui revient d'une mission à l'étranger. Mais d'abord, lui, il est le directeur du service de police et on parle de cohabitation au niveau de la sécurité routière. Parlons de sécurité routière, parlons de cohabitation. Ici même, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on en discute avec le directeur du service de police, Stéphane Bélanger. Bonjour et bienvenue. Merci. C'est un vieux sujet qui revient périodiquement, mais il faut évidemment le rappeler occasionnellement parce que la cohabitation, c'est les véhicules, c'est les piétons, c'est les cyclistes, même à la limite des aînés en quadriporteur. Il y a des vélos électriques aujourd'hui où ça roule quand même assez vite. Bref, il y a beaucoup de monde qui partage le même espace, puis ça devient parfois un casse-tête. Comment on peut aborder ce problème-là de front et ultimement arriver à livrer des conseils au public? En fait, merci de me donner l'occasion de vous en parler parce que c'est une priorité pour nous, la sécurité routière. Donc, le projet Cohabitation, qui est un projet, comme vous l'avez mentionné, pour le partage de la route entre les différents intervenants. Alors, le projet Cohabitation, on y va selon 4 axes. Il y a un volet prévention, parce qu'on pense que la prévention peut faire un bout du travail. Il y a également la répression, l'aménagement, donc comment on construit nos routes, comment on peut réduire la vitesse avec différents aménagements, ainsi que le volet communication. Donc, vous savez que Bon Pied, Bon Oeil est un projet qui était en fonction depuis 2011, donc a rendu de bons services, mais il fallait renouveler un peu la façon de faire et regarder différentes avenues. Et c'est là que le projet Cohabitation a été mis en fonction. Bon, quelles sont les différentes stratégies que vous mettez en place? Et de ce que je vois également, vous l'étalez là, sur une année. Exactement. En fait, on vient répertorier différentes actions qu'on demande à nos policiers. Vous allez voir, on met beaucoup l'accent sur nos personnes vulnérables de la société, donc nos enfants. Alors, on demande plusieurs opérations de validation de vitesse ou d'autres infractions autour des écoles ou les zones scolaires, les zones de parc. Donc, pour tout le volet jeunesse, on a différentes opérations qui auront lieu. Également pour le volet aîné. Donc, c'est une nouveauté dans notre programme qu'on fait en sorte de sensibiliser nos policiers et de les inciter à aller faire des opérations ou des validations autour des centres de personnes âgées. Parce que ce sont des endroits où les gens sont vulnérables et les gens qui côtoient la route, donc les usagers, que ce soit les véhicules ou les cyclistes, même parfois, doivent respecter les personnes âgées, évidemment l'ensemble de la population, mais comme ils sont vulnérables, on veut accentuer nos interventions auprès de ces gens-là. Bon, c'est un point intéressant parce que dans les différentes campagnes, bon, c'était souvent évidemment les piétons, les cyclistes, évidemment les automobiles. Mais là, je vois vraiment qu'on axe beaucoup la campagne, entre autres sur le volet aîné. Puis je trouve ça intéressant parce que dans le petit carton ici, on voit une personne aînée en quadriporteur ou en triporteur, appelons ça comme vous voulez. Il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. Bon, ils ont beau avoir des petits drapeaux, là, mais ils sont rarement sur les trottoirs. Ils sont même souvent dans la rue. Oui. Bon, moi, je fais attention. Est-ce que tout le monde fait attention? Je ne le sais pas. Mais il y en a de plus en plus, là, des aînés avec des quadriporteurs dans la rue. Là. Exactement. En fait, je pense qu'il faut sensibiliser les gens à respecter les autres véhicules qui sont sur la chaussée ou même parfois sur le trottoir à diverses occasions. Mais je pense que qu'est-ce qu'il faut donner, c'est donner la chance aux automobilistes de connaître c'est quoi la problématique puis leur faire prendre conscience qu'il y a des gens plus vulnérables que nous. C'est certains quadriporteurs ou qui soient piétons. Bien évidemment, lorsqu'on a une collision avec ces gens-là et qu'on est en véhicule, bien, le rapport de force est vraiment disproportionné. Et je trouve ça intéressant. Puis je veux les nommer, là, ce qu'il y a ici, parce qu'on dit, par rapport à un quadriporteur, on appelle ça l'utilisateur d'aide à mobilité motorisée. Bon. Ils peuvent aller sur le trottoir, mais il faut que ça soit 10 km à l'heure et moins. Exactement. En fait, il y a plusieurs règles pour les différentes utilisations, que ce soit les véhicules électriques et tout ça. Et la Société d'assurance automobile du Québec a fait une publication qui vient distancer ou identifier chacune des règles pour chacun des véhicules. Parce que ça dit qu'un quadriporteur peut circuler sur le trottoir à une vitesse maximale de 10 kg si le véhicule est équipé d'un frein automatisé lorsque l'accélérateur est relâché. C'est quand même assez précis. Après ça, on dit sur une voie cyclable, parce que ça, c'est une autre affaire. Prenons l'exemple de l'île Sainte-Thérèse. Il y a beaucoup de piétons, il y a des cyclistes, puis au travers de ça, il y a des quadriporteurs. On dit donc sur une voie cyclable, un quadriporteur peut circuler à une vitesse maximale de 32 km/h dans le même sens que celui des cyclistes. Mais là, j'arrive au troisième, ce que je disais comme exemple, dans la rue, doit circuler à une vitesse maximale de 32 km/h dans le sens du trafic le plus près possible du bord de la route. Donc, ça veut dire qu'un quadriporteur,
il peut circuler sur la rue. Exactement. Mais il faut qu'il roule à 32 km/h. Il faut qu'il roule au max un peu. Là. En fait, je pense que c'est vraiment de regarder pour que chacun puisse utiliser l'endroit où est-ce qu'il est supposé d'être. Maintenant, vous savez, en ville, dans les rues résidentielles, il y a aussi l'avenue du 40 km/h qui va faire réduire la vitesse. Donc, le projet cohabitation s'adresse aussi à la validation dans les zones résidentielles sous le nouveau 40 km/h, que vous savez qui est en fonction depuis le 3 octobre. Bon, mais c'est intéressant, ça, l'histoire du 40 kg, parce que je sais que ça divise un peu même les politiciens eux-mêmes qui ne sont pas tout à fait d'accord. Même les policiers qui, dans certains cas, disent « oui, c'est une mesure », mais il ne faut pas penser parce qu'on met les rues à 40 kg demain matin, ça va être la magie, puis tout le monde va se mettre à rouler moins vite dans les quartiers. Exactement. En fait, nous, le service de police, on est pour réduire la vitesse, pour évidemment réduire les dommages lorsqu'il y a des collisions. Maintenant, juste changer la vitesse sur le panneau d'affichage ne réglera pas la situation. Exact. Ça prend des mesures d'atténuation, ça prend une analyse pour les endroits les plus problématiques. Et à certains endroits, ça peut être de réduire la chaussée pour justement donner l'impression qu'on vient dans un goulot d'étranglement où on doit réduire la vitesse. Ils l'ont fait dans mon quartier, là, dans une rue près d'une école, avec des bollards, hein, c'est un peu exact, ça. Oui. Puis effectivement, tu n'as pas le choix de ralentir parce que sinon tes miroirs vont accrocher. Là. À la limite, dans certains cas, je sais qu'il y a un conseiller qui trouvait ça même plus efficace que la réduction du 40 kg, mais il y a un citoyen qui est venu au conseil il y a quelques semaines, ça m'a fait, moi, réfléchir. Il disait, disons que la limite est à 50 kg. Bon, quelqu'un qui roule 65 dans une zone de 50 a un risque assez moyen de recevoir une contravention. Mais si tu roules 65 dans une zone de 40, est-ce que là, comme policier, ça ne vous donne pas plus de marge de manœuvre pour donner une contravention à un conducteur qui roule 65 dans une zone de 40? En fait, on demande à tout le monde de respecter les règles. Évidemment. Je comprends. Mais... sauf que le policier, quand on engage nos policiers, on les engage avec un bon jugement, qui ont toute leur carrière. C'est le meilleur juge pour regarder l'infraction en fonction de la vitesse. Bien, c'est le policier qui voit l'infraction devant lui, selon différents facteurs, que ce soit l'environnement, la largeur de la rue, la période de la journée, l'achalandage. Donc, en analysant l'ensemble de ces facteurs-là, le policier est en mesure de prendre la meilleure décision en fonction de la vitesse. Comme vous le savez, bien évidemment, on n'a jamais vu des gens avoir des contraventions pour 3 km/h au-dessus de la vitesse qui est autorisée, bien certain. Et c'est là que le pouvoir discrétionnaire du policier rentre en ligne de compte. Et là, le policier analyse l'ensemble des facteurs et prend la meilleure décision. Donc, on ne peut pas vous dire à certains endroits, la tolérance va être de telle vitesse ou à tel autre endroit. C'est vraiment selon une analyse de plusieurs facteurs. On comprend qu'il y a toujours un seuil de tolérance. Ce que je dis, ou en fait ce que le citoyen disait, c'est si tu roules 65 d'une zone de 40, là, on excède la zone de tolérance. En fait, la zone de tolérance va toujours être en fonction de l'environnement, comme je l'ai dit, mais le policier a un bon jugement. Puis il faut regarder aussi la capacité, parce que vous savez, en réduisant la vitesse à 40 km/h, le nombre de plaintes va évidemment augmenter, mais notre capacité de répondre à la demande, bien, on doit regarder les endroits où c'est le plus dangereux et l'endroit où il y a le plus d'accidents. Donc, on va intervenir à ces endroits-là prioritairement. Oui, on va y aller dans les zones résidentielles parce que c'est notre travail de le faire et on le fera. Maintenant, à quel rythme on va aller aux endroits qui sont les plus problématiques? C'est intéressant parce qu'il y avait un jeune dans mon quartier l'autre fois qui roulait extrêmement vite. Ma conjointe l'a averti. Il dit, Madame, je roulais 52 dans une zone de 50, mais dans une courbe en 45 degrés. Tu comprends? C'est un peu dangereux de vivre. Je comprends que la limite est 50, là, mais rouler 52 dans une courbe en 45 degrés, c'est peut-être pas l'idée du siècle. En tout cas, mais je pense que tout ça est une question de bon jugement. Tout ça, dans ce projet-là, le projet cohabitation, vous avez aussi identifié ce que les policiers appellent les zones accidentogènes, donc les places où il y a le plus d'accidents. Vous en avez quand même identifié plusieurs sur le territoire. On a identifié 5 endroits. Je vous donne l'exemple, celui qui est au coin de notre service de police, dans le fond, Séminaire et McDonald. Et vous regardez à cet endroit-là, c'est sûr que l'aménagement a un certain rapport aussi, parce que c'est l'autre côté d'une courbe, mais c'est un endroit qui a plus d'accidents que l'ensemble du territoire. Alors, à cet endroit-là, on demande aux policiers d'intervenir. Et vous savez, des fois, l'intervention, ça peut être d'émettre des contraventions, mais aussi le policier peut émettre des avertissements s'il juge que c'est plus à propos. Maintenant, le nombre d'interventions, c'est ce qu'on demande aux policiers. D'interpeller des gens, d'intercepter des véhicules ou de remettre tout simplement le carton de prévention là, à des piétons qui pourraient traverser la rue au mauvais endroit ou à certains endroits où est-ce que c'est plus profitable. Mais c'est quand même surprenant, Séminaire McDonald, c'est quand même une intervention avec des feux de circulation.
Et souvent, les feux de circulation, hein, il y en a des gens qui peuvent étirer la lumière jaune. De toute façon, la lumière jaune, vous savez, c'est une infraction quand même au Code de la sécurité routière. Donc, les gens doivent se poser la question, est-ce que j'ai le temps d'arrêter? Et non l'inverse, est-ce que j'ai le temps de passer? Vous savez, la croyance populaire des gens, c'est est-ce que j'ai le temps de passer sur le feu jaune? Mais il faut d'abord savoir que le feu jaune est quand même interdit. Ça nous donne l'occasion là, de voir que le feu va devenir au rouge, mais si vous avez le temps d'arrêter, vous devriez normalement arrêter. Là. OK. Donc, quand le feu jaune allume, si je suis capable d'immobiliser mon véhicule sécuritairement, c'est ce que je dois faire. C'est ce que vous devez faire. Mais si je peux pas... Évidemment, là, vous pouvez passer... Et c'est là qu'on rentre dans la zone qui est dangereuse, la zone qui est à risque, parce que l'autre personne qui est de l'autre côté de la rue peut anticiper que vous allez arrêter. Et lorsque, évidemment, il n'y a jamais deux feux verts. Hein? Il y a toujours un feu qui est rouge et l'autre qui est vert. Alors, il y en a un des deux qui est en infraction, forcément. Et c'est pour ça qu'on demande aux gens d'immobiliser leur véhicule quand ils ont le temps, même si le feu est jaune. Puis, je regarde dans les 5 endroits que vous avez identifiés, c'est des endroits quand même très fréquentés. Bon, séminaire McDonald's, on l'a dit. Séminaire Saint-Jacques, oui, exactement. Proche de l'ancien Provigo. Séminaire Saint-Louis, où, avec les nouvelles habitations, il y a beaucoup, pas loin du IGA, donc beaucoup de monde là. Pierre-Caisse-Douglas, encore là, puis pourtant, ce sont tous des endroits où il y a des feux de circulation, et Pierre-Caisse-Industriel. Donc, dans les 5 cas, c'est 5 interventions avec des feux de circulation. C'est des intersections aussi où est-ce qu'il y a beaucoup d'usagers, que ce soit des piétons, des cyclistes, évidemment, à certains endroits, moins les quadriporteurs, là, des endroits plus achalandés. Mais c'est le mix de tous ces intervenants-là qui fait que parfois, il y a des gens qui, comme on dit, vont un peu plus loin que qu'est-ce qu'ils devraient aller. Et c'est là que l'intervention ou l'accident se produit. Là. Donc, projet cohabitation avec la Société de l'assurance automobile du Québec, la police de Saint-Jean-sur-Richelieu, les piétons, les cyclistes, les aînés, les quadriporteurs, les secteurs où il y a des accidents, des interventions, les corridors de sécurité, cellulaire au volant, ceinture, bref. Donc, au cours de l'année, vous allez donc mettre beaucoup d'emphase dans ce projet-là. Exactement. Il y a un volet aussi communication, comme je le mentionnais. Les directions d'école, on leur écrit les opérations qu'on fait pour les informer qu'on a des interventions qui se font aux abords. Ainsi, les directions peuvent répondre au conseil d'établissement sur différentes opérations que l'on fait là, à proximité de leur établissement. Bon, en terminant, un petit point que vous voulez soulever, vous avez actuellement un petit fléau de vol dans les véhicules. Parce que le monde laisse le porte déverrouillée puis laisse le carte de crédit ou de débit à vue d'œil. Exactement. Dernièrement, on a eu une recrudescence de ces vols dans les véhicules. Et dans le fond, il ne faut pas donner l'occasion aux voleurs ou leur donner l'opportunité. Il faut vraiment verrouiller les portes de véhicules et surtout, évidemment, ne pas laisser de cartes, que ce soit des cartes de guichet automatiques de débit ou de crédit. Et ces gens-là utilisent les cartes dans les dépanneurs parce que vous savez maintenant, depuis la pandémie, la limite concernant le retrait peut se faire maintenant sans NIP avec un certain montant d'achat. Donc, il ne faut pas donner l'occasion aux voleurs. On demande aux gens là, de vraiment faire attention et surtout de verrouiller leurs portes. Oui, parce qu'avec le TAP, là, ça peut quand même aller assez vite. Là. Tu voles la carte, tu t'en vas d'un dépanneur, clic, le temps. Exact. Ça peut prendre un certain temps avec la personne s'aperçoive qu'elle s'est fait voler la carte, puis évidemment, fasse l'interruption. Je vais prendre 2-3 secondes parce que, vers la fin de la semaine, vendredi, là, c'est la nuit des sans-abri. Oui. Puis je sais que c'est un sujet dont on pourra se reparler peut-être aussi quand l'hiver va se mettre de la partie, mais bon, c'est quand même un événement important. On sent que la problématique de l'itinérance, disons, préoccupe beaucoup le service de police. On s'en est parlé en janvier l'année passée. Là. Exactement. En fait, je pense que la clé du succès, c'est de... je ne sais pas si c'est le bon temps. La clé du succès fait en sorte que chacun des intervenants doit intervenir et le service de police devrait être le dernier intervenant. Donc, le CI3S doit jouer le rôle social. Les organismes communautaires doivent prendre charge du volet qui leur appartient. Mais je pense que le mix de tous ces gens-là ensemble fait en sorte qu'on devrait être capable là, de réduire les méfaits ou les désagréments reliés à la présence. Parce que là, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse. Le monde y appelle la police en premier. Effectivement. On s'en reparle un peu plus tard dans la saison. Merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Frank, on invite les gens à écouter Sport Express à toutes les semaines. Tout à fait, le jeudi 19h et plusieurs fois en reprise, même la nuit, Alex. Puis même sur Internet, sur YouTube. Bien, bien sûr. Ne manquez pas ça.
dimanche 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Les élections au Québec sont maintenant derrière nous, donc retour aux affaires normales en politique, ce qui nous laisse plus de temps pour parler de politique fédérale avec la députée de Saint-Jean à la Chambre des communes, Christine Normandin. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Contente de vous retrouver, M. Latour. Moi de même. Retour d'une mission à l'étranger? Directement depuis 2-3 jours de l'Albanie et de la République de Malte, mission de 6 jours. Bon, et quel était l'objectif de cette mission? En fait, ça, c'est une mission du président de la Chambre. Le président de la Chambre des communes est appelé à faire des déplacements et il se greffe toujours d'une équipe où il y a un représentant de tous les partis politiques. J'ai été celle qui était désignée. C'est vraiment des rencontres à caractère diplomatique. On va tisser des liens avec d'autres pays et l'Albanie, entre autres, où on est allé, a été très insistante par le biais de son ambassadeur à Ottawa pour qu'il y ait une délégation parlementaire qui aille les visiter. Ils sont très actifs sur la scène internationale, poussent beaucoup pour un siège, pour avoir leur place à l'Union européenne. Et il y avait des enjeux qui étaient intéressants pour le Québec aussi parce que c'est un des rares pays dans ce coin-là de la planète qui produit de l'hydroélectricité puis essaie d'être de plus en plus technologie verte. Donc, il y avait des points communs à y avoir avec le Québec. Une question qui peut parfois intéresser le public. Ces missions-là, en quoi c'est utile pour le Canada? En quoi c'est utile pour le Québec? En quoi c'est utile pour une députée comme vous d'aller dans ces missions-là? Ça dépend toujours de la mission. Il y a des missions qui sont liées, par exemple, au portfolio qu'on a. Avec la défense, je risque d'aller à Washington, donc on comprend un peu plus les enjeux de sécurité, défense continentale avec le NORAD. Mais ce genre de mission-là, plus présidentielle, là, par rapport au président de la Chambre, c'est vraiment pour que deux pays tissent des liens, qu'il y ait déjà un contact qui se fasse quand il y a des demandes à faire, par exemple. On peut penser à l'Albanie, justement, qui vient d'obtenir un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, ce que le Canada n'a pas réussi à faire il y a 2 ans. Bien, il y a des jeux de coulisses qui se font en dessous de ça. C'est par le biais de ces approches-là qu'on réussit à mieux se faire connaître, à faire connaître c'est quoi nos prises de position, qu'est-ce qu'on veut pousser comme dossier. Ça en fait partie. Mais au niveau économique aussi, c'est intéressant. Bon, je le mentionnais pour l'hydroélectricité. L'Albanie a connu des attaques cybernétiques récemment très marquées. Ils ont un gouvernement à 95 informatisé. Bien, on a des boîtes au Québec qui sont spécialisées en informatique et en sécurité. Donc, ça permet de faire des liens aussi au niveau économique. Quel est le regard que ces gens-là portent concernant la démocratie canadienne que vous représentez, dans laquelle on retrouve des députés souverainistes du Québec dans le Canada? Est-ce qu'ils le comprennent? Est-ce qu'on l'explique? Bien, oui, puis ça donne lieu vraiment à des belles discussions. Puis un des parallèles qui a été fait justement avec... c'est le maire de la ville de Berat, où on avait une rencontre avec lui. Il dit, bien, vous êtes un peu comme le SNP pour l'Écosse. Bien, voilà, exactement, parce qu'on explique. On a expliqué qu'on est nationaliste, mais que ça ne veut pas dire qu'on est vers la droite, parce que souvent, nationaliste, pour les Européens, sonne droite de l'échelle politique. Fait qu'on explique, non, on est plus de centre-gauche. Et ça permet justement de montrer qu'est-ce que c'est le rôle du Bloc québécois à Ottawa et qu'est-ce que c'est la place du Québec dans le Canada et éventuellement dans le monde. Bon, donc là, revenu, encore un peu dans le décalage, pas trop? Pas trop pire. Ça va? Je mentir. Eu des activités durant la fin de semaine? Ben oui, je suis allée à Mont-Vieux-Saint-Jean la nuit. J'ai profité du fait que j'étais encore un petit peu réveillée, là, mais j'ai pas veillé tard, par exemple. J'ai profité de ça, puis je suis allée aussi à Marcenay-Champagnat. Il y avait des retrouvailles pour tous les anciens de toutes les cohortes. Donc, je suis allée directement de l'aéroport à Marcenay-Champagnat. Donc, j'ai pas fait quelques petites activités quand même au retour. Le Parlement à Ottawa siège quand, là, ces jours-ci? On a recommencé depuis le 20 septembre. C'était censé être le 19. Ça a été reporté à cause des funérailles de Sa Majesté. Donc, ça fait à peu près un mois qu'on siège. Bon. Avez-vous des enjeux particuliers pour la session d'automne à Ottawa? Oui. En fait, on est resté un peu plus tranquille pendant l'élection. Nous aussi, on ne voulait pas faire de l'ombre à ce qui se passait au Québec. Mais là, on est de retour avec un nouveau chef pour les conservateurs. Donc, ça change un petit peu la dynamique.
Et on constate que le Bloc est encore plus pertinent maintenant avec le nouveau chef conservateur qu'il l'a jamais été. On constate au niveau, par exemple, de la loi 21, après avoir un petit peu tergiversé là-dessus, Pierre Poilievre est venu dire non, moi, je soutiendrais que le gouvernement aille à l'encontre de la loi 21 et soutienne les contestations en cours. On a proposé plusieurs projets de loi qui ont été défaits tant par les libéraux que les conservateurs, que ce soit l'application de la loi 101 aux entreprises de compétences fédérales, que ce soit le pouvoir pour le Québec de se retirer avec compensation lorsqu'il y a des programmes qui ont une ingérence directe dans les compétences du Québec. On le voit, le Bloc, de plus en plus, encore plus maintenant, est la voix du Québec à Ottawa. Bon. En même temps, à l'occasion de la campagne provinciale, principalement, le Bloc a appuyé le Parti québécois. Parti québécois qui se retrouve aujourd'hui avec 3 députés, dont le chef, là, in extremis, qui s'est fait élire dans Bourget, à Montréal, en fait, dans Camille-Lorrain, je devrais dire. Mais en même temps, la CAQ forme un gouvernement extrêmement majoritaire. Est-ce que le fait d'avoir appuyé le Parti québécois vient, disons, rendre plus difficile vos relations avec le gouvernement de la Coalition Avenir Québec? Pas nécessairement. Puis c'est un peu particulier parce qu'avant les élections, il y a beaucoup de gens qui nous disaient « Ah, vous vous collez constamment sur la CAQ pour vos décisions. Vous ne portez que la voix de la CAQ à la Chambre des communes et non pas les consensus de l'Assemblée nationale. » Puis là, on dit « Ben non, mais regardez, nous le parti qui nous ressemble au Québec et qui porte la même mission que nous de faire l'indépendance, c'est le Parti québécois. » Ça a peut-être un peu recadré ça, mais reste que notre mission, c'est de porter les consensus de l'Assemblée nationale à Ottawa. Mais ça implique quand même d'avoir des bonnes discussions avec la CAQ. Et on n'a pas nécessairement rompu ces liens-là. Il y a quand même plusieurs dossiers qu'eux portent, qui sont aussi portés par le Parti québécois. Et on l'a dit, tant que ce que vous demandez cadre avec l'aspect nation du Québec, on ne pourra pas aller à l'encontre. Bon. Il y a un enjeu qui, celui-là, visiblement, ne fera pas l'unanimité de l'Assemblée nationale. C'est tout le volet de l'immigration, mais qui passe par Ottawa. Quel est le positionnement du Bloc québécois à l'égard de l'immigration au Québec? En fait, nous, une des demandes de la CAQ, mais qui n'est pas seulement une demande de la CAQ, qui est aussi une demande du Parti québécois qu'on porte depuis qu'on est revenu plus fort en Chambre, c'est que Québec gère lui-même l'immigration. Au-delà de l'immigration économique sur laquelle il a déjà une certaine mainmise, on veut qu'il y ait beaucoup plus de pouvoir qui soit à Québec. On peut penser notamment au niveau des travailleurs temporaires. Et là, c'est carrément le bordel là, dans nos bureaux, le nombre d'entreprises qui nous appellent parce que les permis de travail ne sont pas délivrés à temps. On souhaite que ce soit géré par Québec pour que ce soit plus représentatif aussi des besoins de Québec, qui ne sont pas les mêmes que dans le reste du Canada sur le type d'emploi, sur la régionalité des emplois. Donc, on souhaite que ce soit délégué à Québec. Et de notre côté, il y a plusieurs dossiers qu'on peut porter au fédéral, notamment l'enjeu du chemin Roxham, sur lequel on ne lâche pas le morceau. Donc, il y a toujours la partie fédérale propre, le type qui risque de rester au fédéral, sur laquelle nous, on martèle, on garde notre morceau, mais on veut s'assurer que Québec ait plus de pouvoir en immigration, comme il le demande depuis au moins 2 ans. Bon, avez-vous des enjeux ici, localement, dans le comté, que vous désirez faire avancer cet automne? Oui, entre autres au niveau de la défense. On sait qu'il y a eu le rapport Arbour qui est sorti fin du printemps dernier, qui parlait du rôle des collèges militaires. On a le collège militaire dans Saint-Jean qui est directement interpellé. Il y a tout le dossier de la corporation du Fort Saint-Jean aussi, on arrive à la fin du bail. Et j'ai commencé à une opération charme, on va l'appeler comme ça, auprès de mes collègues du Comité de la défense pour qu'ils viennent visiter le Collège de Saint-Jean et la garnison. Ils sont extrêmement intéressés. Il reste juste à voir comment on va pouvoir organiser ça dans les dates, mais pour qu'ils comprennent la réalité très particulière du Collège de Saint-Jean. Bien, le collège qui a été fermé, qui a été opéré par la Corpo pendant plusieurs années. Le collège a rouvert. La Corpo a continué les activités plus civiles ou corporatives. Là, comme on le dit, le bail arrive à terme. Mais est-ce qu'on pense que la Défense nationale est ouverte à l'idée de reconduire un autre bail long terme avec la Corpo?
C'est ce dont on veut s'assurer, en fait. On le sait que la défense a tendance, généralement, à aimer garder ses jouets à elle, mais le modèle fonctionne. Donc, c'est de le faire connaître à mes collègues pour qu'eux, par la suite, puissent aussi le faire connaître à leur parti. Et je pense, entre autres, à un de mes collègues qui est le député de Kingston, qui a un collège militaire, lui aussi. J'aimerais ça lui faire visiter également, mais peut-être dans un autre contexte, le collège de Saint-Jean, pour qu'il voit qu'il y a peut-être des parallèles, il y a peut-être des gains à faire de son côté aussi avec une gestion qui pourrait être un peu plus similaire. Au niveau du bureau de comté et des citoyens, on le sait, on en a parlé longtemps, là, ceux qui avaient des problèmes avec le passeport, puis avec l'assurance-emploi, avec des délais interminables. Est-ce que vous recevez encore ce genre de plaintes-là de la part des citoyens à votre bureau? Constamment. Encore? Constamment. Ça a peut-être baissé un petit peu au niveau des passeports. Là, le gros rush, c'est vraiment juste avant les vacances de la construction. C'était plusieurs dossiers par jour. Là, on pouvait en avoir facilement 25-30 qui rentraient. C'était par jour? Vraiment un gros volume de demandes de dossiers de passeport qui étaient en attente de traitement. Mais ça continue au niveau de l'assurance-emploi, effectivement. Ça, c'est pas réglé. Entre autres parce qu'il y a plusieurs ressources de l'assurance-emploi qui ont été dédiées au passeport le temps de gérer la crise, mais pendant ce temps-là, les arrérages ont continué de s'accumuler au niveau de l'assurance-emploi. L'immigration, ça reste vraiment le cœur du problème là, au niveau des travailleurs étrangers temporaires, surtout les entreprises crient. Ça prend à peu près 10 à 12 mois, dans certains cas, à avoir un permis de travail. Donc, une entreprise doit penser 1 an d'avance. Pendant ce temps-là, c'est pas juste l'entreprise qui perd des contrats, c'est le travailleur aussi qui avait peut-être des projets de s'acheter une maison ou quoi que ce soit dans son pays d'origine qui doit remettre ça au calendrier grec. C'est vraiment chaotique. Donc, c'est les 3 principaux dossiers pour lesquels le téléphone ne dérougit pas. Immigration, assurance-emploi et passeport. Bon, dernière question, plus légère. Avez-vous trouvé un deuxième chat? J'ai vu passer ça en fin de semaine. Je pense que c'est le deuxième chat qui m'a trouvé. Ah, OK, bon, c'est plus comme ça que je le présenterais. Mais en fait, ça a l'air d'une petite chatte. J'ai réussi à la prendre très, très, très sociale. Mais elle a l'air trop en forme pour être une petite chatte de ruelle. Elle a probablement une autre famille à qui je voudrais pas l'enlever. C'est toujours payant de parler de chat. Les gens aiment ça. On me reproche, quand j'en parle pas assez, de pas suffisamment mettre de photos de Rameau sur les médias sociaux. On me le rappelle. Donc là, on ne sait pas si Rameau aura un petit frère ou une petite sœur. Ou une petite blonde. Ça avait l'air de... Ça sentait la petite copine, là, mais bon. Je pense qu'elle va... Malheureusement, elle va rester à l'extérieur. Christine Normandin, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Restez avec nous, on vous revient après ceci. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu vous rappelle qu'il y a une réglementation municipale à l'égard de l'installation des repères et des balises pour le déneigement. Les déneigeurs le savent, mais parfois, vous, personnellement, vous en installez aussi des petits poteaux. Allez lire la réglementation avant de les installer. À demain. Bye-bye.